vais appeler donc Véronique Sartou. Donc Véronique, si tu peux donc très bien, Voilà, Véronique, tu peux ouvrir ta vidéo, et ton micro, c'est fait. c'est Donc fait. Véronique, en fait, c'est participer au lancement de toute la dynamique CIRF dans le réseau des réserves naturelles. C'était en 2008. On avait réussi à organiser avec l'Athènes un stage de formation où tu intervenais avec ton mari et puis Martine Speth. Depuis 2008, que de chemin parcouru sur les CIRF dans le réseau des réserves. On utilise surtout les CIRF comme indicateur d'évaluation de l'état de conservation. Mais ce matin, tu vas plutôt nous parler des CIRF en tant que pollinisateur. Ben écoute, je te laisse la parole. Merci Dominique, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des CIRF en tant que pollinisateur. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les CIRF, si mon ordi veut bien, il ne veut pas me laisser la main. Voilà. Ah non, si, c'est bon. Donc, les CIRF donc, sont des diptères. Il y a 543 espèces en France, 931 en Europe, 5000 au niveau mondial. Les adultes, donc on vous l'a dit, sont floricoles pour la grande majorité et ils ont des vies larvaires qui sont différentes. Donc, il y a à peu près 40% de larves qui se nourrissent de micro-organismes, dont des larves saproxyliques. Il y en a 40% qui sont zoophages, qui se nourrissent d'animaux vivants, principalement de pucerons. Et il y en a à peu près 20% qui se nourrissent de plantes vivantes, donc qui sont des phytophages, potentiellement des ravageurs des cultures, mais il y a très peu d'espèces en fait en réalité qui sont des ravageurs sur artichauts et éventuellement sur quelques bulbes. Ce sont des insectes qui ne font pas de nid, donc les larves se retrouvent un peu partout sur ou dans la végétation. Les CIRF font des habitus variés, mais des points communs. Donc, ce sont des diptères, donc il y a 2 ailes, un appareil buccal en forme d'éponge qui va aller recueillir le pollen et le nectar, et puis, voilà l'éponge, et puis des haltères. Donc, puisqu'il n'y a qu'une seule paire d'ailes, la deuxième paire d'ailes étant transformée en petit balancier. Caractéristiques des CIRF, ce sont les plumules. Donc, on aperçoit la plumule ici juste sous l'aile. Donc, on la devine sur cet agrandissement. Mais aussi des caractéristiques alaires avec la vena spuria, qui est une fausse nervure, et un faux bord. Alors, des habitus vraiment différents. Ici, vous voyez un petit Néoacia. Ici, une des plus grosses espèces, Milesia crabroniformis. Ici, ça y est, Suiximorpha petronilier, une espèce extrêmement rare, qui est plutôt méditerranéenne en Grèce. Ici. Mais est-ce qu'il compte vraiment dans la pollinisation des plantes? Alors ici, vous voyez une espèce de Ringia. Bon, elle n'est pas très sexy comme espèce de CIRF, mais vous voyez, bon, on n'a pas l'impression qu'elle soit très poilue. Et si on regarde ici, vous voyez qu'en fait, elle a le corps qui est recouvert de pollen. Donc, elles vont dans les fleurs et elles vont se couvrir de pollen. Les CIRF sont mimétiques d'un grand nombre d'espèces et notamment de tout ce qui est hyménoptère. Et donc, on a par exemple les CIRF qui sont mimétiques des bourdons, donc comme les Malota, les Criorina, les Arctophylla, aussi, qui vont avoir des comportements qui se rapprochent de ceux des bourdons en fait. Et donc, on va les retrouver sous des températures peu élevées, et la plupart du temps dans des températures qui vont être douces jusqu'à des températures élevées. Pour tous les autres CIRF. On a aussi des CIRF qui sont mimétiques d'abeilles, donc c'est notamment tout ce qui est éristaliné, et qui sont les principaux pollinisateurs des arbustes, des arbres fruitiers dans les hautes latitudes et les pays nordiques. Par exemple, il y a une étude qui a été faite au Benelux qui a montré que Eristalis tenax, qui est celui qui est au centre de l'image, est le principal pollinisateur de tout ce qui est pommier poirier. Et on met comme pollinisateur en serre d'aubergine ou de poivron. Donc ceux-là, ceséristalinés, sont des CIRF dont les larves, elles, ne se nourrissent pas de pucerons ou autres animaux, mais sont des épurateurs qui vivent dans les eaux très chargées en matière organique.
Alors, globalement, les ressources florales d'un écosystème sont exploitées selon des modalités différentes des apiformes dans le temps et dans l'espace. Et on se rend compte que les cirques jouent un rôle très important dans les paysages qui sont défavorables aux apiformes, notamment tout ce qui est paysage simplifié. Donc, les cirques vont être très importants dans les réserves, dans les espaces naturels, mais vont être aussi très importants dans les espaces agricoles. Et on a une complémentarité entre les apiformes et les cirques. Alors, pour vous donner une idée de cette complémentarité, c'est lié aussi au fait qu'il y a des comportements de butinage qui sont différents. Par exemple, on a une forte constance de visite chez les apiformes et donc une très bonne pollinisation des individus conspécifiques et une faible constance chez les cirques et donc une meilleure pollinisation des espèces qui sont peu abondantes dans des communautés plurispécifiques d'angiospermes entomophiles. Donc, on a vraiment une complémentarité entre les abeilles, au sens large, et les cirques. Et pour revenir sur ce que disait Hugues tout à l'heure, la présence de ruches trop importantes dans des zones, dans les réserves par exemple, ça peut poser des problèmes pour les espèces, non seulement les abeilles sauvages, mais aussi pour les cirques. C'est ce qu'on a vu. J'ai vu ça sur une étude que j'avais faite dans une réserve du côté de Grenoble, où il y avait énormément de ruches dans une petite réserve. On avait 90 ruches sur une vingtaine d'hectares. Et là, on avait des populations de cirques qui étaient vraiment dramatiquement faibles du fait de cette concurrence de nourriture. Les types de fleurs qui sont pollinisées par les cirques, ce sont surtout, ce qu'on dit, ce sont surtout des fleurs blanches et jaunes. Voilà, par exemple, ici. Mais vous avez aussi des fleurs qui peuvent être rouges ou violettes. Globalement, on pense plutôt à des fleurs plates, donc tout ce qui est apiacées, astéracées, renonculacées, rosacées, forbiacées, mais on va les trouver aussi dans des fleurs plus profondes. Et ça va être en lien avec eh bien, les appareils buccaux qui sont plus ou moins longs. Ici, vous avez une Ringia qui est même capable d'aller chercher du nectar dans une fleur de lilas. Donc, vous voyez qu'elles peuvent quand même polliniser des fleurs qui sont plutôt plus profondes. Et voilà, ici, vous avez un Eristalinus sur de la menthe. Donc, même si globalement, elles préfèrent des fleurs qui sont plutôt plates, on va les retrouver aussi dans des fleurs qui sont aussi un peu profondes. Alors, les cirques sont importants pour la pollinisation. Ils sont importants pour la pollinisation d'un certain nombre de plantes auxquelles on pense. Et c'est notamment le cas de la pollinisation de certaines orchidées. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui a été montré sur une Epipactis méditerranéenne. Ils ont montré qu'Epipactis veratrifolia, elle émet des phéromones qui sont mimétiques des phéromones d'alarme des pucerons, le puceron de la Vesse, que vous avez dessous. Et notamment, ça va attirer des femelles d'Epicircus balteatus qui vont venir pour trouver une colonie de pucerons pour pondre sur la colonie de pucerons. Et puis, au final, elles vont aussi en même temps et donc polliniser l'orchidée. Un autre exemple, ce sont les microdons. Les microdons qui ne se nourrissent pas, mais les mâles de microdons vont visiter certaines orchidées et vont concourir à la pollinisation de ces orchidées. Alors, en bref, par rapport au milieu agricole, les cirques sont des espèces qui sont des organismes qui sont très intéressants. Ils sont très intéressants pour la pollinisation dans les milieux semi-naturels et dans les milieux cultivés. Ils vont assurer à la fois la pollinisation et le contrôle biologique et ils vont être très importants. Surtout, ce qu'on voit, c'est que les milieux naturels et semi-naturels jouent un rôle non négligeable pour la présence des cirques dans l'environnement agricole. On a donc une complémentarité des espaces entre les milieux naturels et les milieux cultivés, et les milieux naturels pouvant soutenir la pollinisation ou le contrôle biologique
dans les milieux cultivés, mais les milieux cultivés peuvent soutenir aussi la présence des cirques dans l'environnement naturel. Et par exemple, c'est une étude qu'on avait faite où on avait regardé la présence de cirques dans des prés-vergers à proximité de bois, et on voyait que dans ces prés-vergers qui offraient au printemps des quantités de fleurs assez importantes, eh bien, on avait des espèces qui sont typiquement des espèces forestières qui sortaient de ces milieux naturels pour aller se nourrir dans l'espace agricole et retourner faire leur vie ensuite dans les milieux naturels. Et donc, petit clin d'œil au groupe CIRF, c'est l'intérêt de CIRF The Net pour raisonner la conservation des cirques dans les milieux naturels comme dans les milieux anthropisés. C'est vraiment un outil assez fantastique, mais je pense que ce n'est pas la peine de faire la promo au groupe actuel. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'ai fini. Je n'entends plus. Tu n'as pas de micro, Dominique. Ton micro est coupé. Il a raison. Je te remercie, Véronique. Je te remercie pour cette intervention très pointue sur le rôle des cirques dans la pollinisation. Je regarde s'il y a quelques mains levées. Peut-être le temps que des mains se lèvent, peut-être juste une annonce là sur les formations CIRF. Vous savez que c'est des cycles de 3 ans. Le dernier est en train de se terminer. On réfléchit avec l'OFB à un nouveau cycle de 3 ans à partir de la fin de l'été 2021. Donc, si vous êtes intéressé par être accompagné sur la détermination des CIRF et la mise en place du protocole STN, CIRF The Net, ne loupez pas le coche. Le prochain, ça sera en 2024. Donc, contactez-nous si vous voulez en savoir plus, que ce soit l'animateur du groupe Cédric Van Appelgem, Bruno Tissot ou moi-même pour les formateurs. D'autres questions? Je ne vois pas de main qui se lève ou je ne sais pas voir, mais si, a priori, je ne vois rien. Il y a une question, Dominique, il y a une question sur les protocoles qui peuvent être mis en place dans les espaces verts urbains, milieux semi-naturels, parcs urbains. Tout à fait. Hein. Voilà. On peut tout à fait mettre ce protocole en place dans ces milieux semi-naturels ou parcs. Oui, donc ça s'est fait. Il y a plusieurs exemples sur l'île, sur Besançon, entre autres. Et puis toi, de ton côté, tu en as peut-être fait aussi, Véronique. Quoi. Il y avait une question, j'ai vu sur le chat de Romaric qui parlait des milieux forestiers. Ou est-ce que, comment on pouvait penser que les pollinisateurs, donc les CIRF, pouvaient avoir un rôle particulier en milieu forestier? Est-ce que par rapport aux CIRF, tu as des idées là-dessus? Alors, en milieu forestier, on a tous les groupes. Hein, on retrouve tous les groupes, que ce soit les aphidiphages, les phytophages ou les microphages. Les CIRF vont jouer un rôle dans la pollinisation des arbres, hein, parce qu'il y a des espèces qui sont plutôt des espèces forestières. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a tout ce qui est aphidiphage aussi sur les arbres qui vont jouer un rôle. Et puis, on a des espèces qui vivent dans les caries, par exemple, dont les larves vivent dans les caries et qui vont jouer un rôle là aussi dans l'évolution de la matière organique. On a des espèces saproxyliques, on a des espèces qui vivent dans les galeries des coléoptères saproxyliques, etc. Donc, il y a un rôle très important des CIRF dans les espaces forestiers. Voilà. La question, c'était elle portait plus sur le rôle en tant que pollinisateur. Ah, le rôle en tant… Oui, de toute façon, il y a un certain nombre d'espèces qui sont des espèces qui sont vraiment, notamment des épistrophes, par exemple, qui sont vraiment plutôt des espèces qui pollinisent les arbres et les arbustes. Donc, elles jouent un rôle très important dans la pollinisation des arbres forestiers. Mais les espèces forestières sont capables aussi de sortir au printemps s'il n'y a pas assez de fleurs dans les espaces forestiers pour polliniser tout ce qu'il y a autour des espaces forestiers. Donc, elles jouent un rôle dans la forêt et hors forêt.